Aujourd'hui, nous allons au début du XXe siècle, alors asseyez-vous pendant que nous allons aux États-Unis. Oceana Wardlaw Martin Sneed, connue de tous sous le nom de Oce, est née en septembre 1885. 1885. Son père s'appelait colonel Robert Maxwell Martin et avait combattu dans la guerre civile américaine, et sa mère s'appelait Caroline et était la fille d'un juge de la Cour suprême. Quand Ocie était jeune, elle vivait avec ses parents dans une très grande maison à Louisville, Kentucky. Cependant, la maison a mystérieusement brûlé. Donc vers la fin du XIXe siècle, la famille aura déménagé à New York. Ozzy avait aussi un frère nommé Hugh, mais il est mort de manière assez étrange quand il avait seulement 7 ans, prétendument en tombant dans les escaliers. Sa vie était assurée, et suite à cet accident malheureux, la compagnie d'assurance a versé $22 000 aux parents d'Ozzy. Ils ont donc tous déménagé à Manhattan. Cependant, la tragédie les a suivis peu après leur emménagement. Le père d'Ozzy est décédé dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Les voisins ont rapporté à la police avoir entendu une collision et être allés voir ce qui s'était passé dans la maison Wardlaw. Ils ont trouvé Caroline debout sur le corps inconscient de son mari et le jeune Ozzy pleurant à proximité. Quand Ozzy a essayé de dire quelque chose, sa mère l'a regardé et a dit « Souviens-toi ». La police a conclu que la mort était un accident. La mère d'Ozzy, Caroline, était originaire de Virginie et était née dans une vieille famille établie, donc après la mort de son mari, elle a emballé ses affaires et, avec sa fille, a déménagé à Murfreesboro dans le Tennessee. Virginia Wardlaw, la sœur de Caroline, y résidait déjà. Elle était célibataire et dirigeait le Saul College, qui était une pension de famille très respectée pour jeunes filles. Caroline avait une autre sœur qui travaillait également là-bas, nommée Mary. Les deux sœurs ont maintenu la très bonne réputation de l'école. Elle était bien gérée et bien dirigée, et Virginia et Mary étaient bien aimées et respectées. Virginia a suggéré que Caroline prolonge ses visites, car elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'administration de l'école. La décision d'offrir un emploi à sa sœur semblait plutôt étrange, car Caroline était une personne erratique et quelque peu fiable. Mais elle a assumé sa position avec entrain. Elle a également inscrit Ozzy à l'école, mais au fil du temps, Ozzy était de moins en moins vue et passait la plupart de son temps chez sa tante. C'était comme si elle s'était retirée de la société. Caroline a rapidement commencé à apporter des modifications au programme scolaire. Elle a également déplacé les élèves dans différentes salles de classe et a étrangement commencé à verrouiller les portes avec des cadenas. Son comportement semblait affecter ses sœurs et bientôt toutes les trois ont commencé à s'habiller en noir et à errer dans les couloirs, faisant des visites soudaines et surprises dans les quartiers de couchage de la jeune dame. Les élèves ont rapidement commencé à les appeler les sœurs en noir. Des récits étranges circulaient parmi les élèves. L'une racontait comment les sœurs, vêtues de noir et fortement voilées, allaient au cimetière de sapins la nuit et se rassemblaient autour d'une tombe où elles psalmodiaient des mots illisibles. D'autres racontaient comment elles se promenaient dans l'enceinte de l'école la nuit, vêtues de leurs longues robes noires et portant leur voile. Les manières étranges des sœurs et la mauvaise gestion financière de Caroline ont fait que la réputation du collège a commencé à souffrir et le nombre d'élèves a diminué. Ainsi, en 1907, le Conseil des gouverneurs les a renvoyés. Mary est ensuite retournée en Géorgie, mais Virginia a rapidement trouvé un autre poste de directrice au Montgomery Female College, à Christiansburg. C'était une autre école d'internat bien établie pour jeunes filles, et Virginia a invité Caroline et aussi à la rejoindre là-bas. Ozzy avait 2 cousins nommés Fletcher et John Sneed. Ils étaient les fils de sa tante Mary. Les 2 garçons vivaient à Linville, Tennessee, et étaient mariés aux sœurs Anna et Vashti McLaurin. Mais peu de temps après avoir déménagé à Christiansburg, Caroline Wardlaw a rendu visite à John et lui a demandé d'enseigner au collège. À contre-cœur et contre la volonté de sa femme Anna, il a accepté. Cependant, Anna est restée à Linville. John semblait manquer à sa femme et est devenu un personnage solennel et retiré qui semblait être sous le contrôle de ses tantes. Son comportement est devenu étrange et lors d'un voyage avec sa tante Caroline, il est tombé d'un train près de la ville de Roanoke. Des rumeurs contradictoires ont rapidement émergé, disant qu'il avait été poussé ou qu'il avait sauté,
Quelques semaines après, il s'est retrouvé piégé dans une citerne. Lorsqu'il prenait des mesures pour l'approvisionnement en eau de l'école, elle a été sauvée par le gardien. Mais une fois de plus, les gens se sont demandé si cela avait été de son propre chef. Puis un matin, on l'a découvert sur le sol de sa chambre à l'université, avec ses vêtements de nuit en feu qui avaient été recouverts d'huile de lampe. Les médecins ont tenté de le soigner et réconforter. Mais 3 heures après avoir été trouvé, il est mort de ses blessures graves. La police a été appelée et la sœur a suggéré que l'incident était un accident, mais la femme de John, Anna, la compagnie d'assurance soupçonnait qu'un événement suspect s'était produit. Cependant, la police n'a pas vraiment enquêté sur l'incident car Virginia et Caroline étaient issues d'une famille très respectée et bien établie et étaient à la connue pour être des membres respectables et respectueux des lois de la communauté. Les sœurs ont reçu un dédommagement de l'assurance de $12 000. Caroline est ensuite retournée à Linville et a insisté pour que le frère de John, Fletcher, l'accompagne pour régler une affaire de propriété familiale. Il est retourné à contre-cœur avec sa tante, mais a étrangement cessé de communiquer avec sa femme. Après un certain temps, le couple a divorcé. Lors de son passage à Christiansburg, Fletcher a fréquenté Ozzie. Ils étaient un an cousin germain, donc déjà très bien connus, et finalement ils se sont mariés. 1 an plus tard, Ozzie a donné naissance à une fille, mais le bébé lui a été enlevé. Et quelques jours plus tard, sa mère lui a annoncé que le bébé était tragiquement décédé. À ce stade, le collège souffrait du comportement bizarre des sœurs et de la mauvaise gestion financière de Caroline. En 1908, avec sa réputation en chute et le nombre d'élèves en baisse, les sœurs n'avaient d'autre choix que de partir. Alors elles ont fait leur bagage et, avec Fletcher et Ozzie, se sont dirigées vers New York. À ce moment-là, Ozzie était de nouveau enceinte. Elle est allée vivre avec sa mère et sa tante Virginia à Brooklyn. Ozzie, cependant, était toujours accablé de chagrin par la perte de sa fille, et au lieu d'être réconforté par son mari, Fletcher a déménagé au Canada sous prétexte qu'il avait une meilleure chance d'obtenir un bon poste. Sa relation avec sa mère et ses tantes n'était pas bonne, et avec son chagrin suite à la disparition de son mari, son moral a chuté. Son état s'est aggravé lorsque sa mère lui a annoncé que son mari Fletcher était décédé au Canada. Alors sa mère, Caroline, a appelé un médecin pour une visite. Le médecin s'appelait Dr. William Petty. Il est arrivé à la maison et a trouvé une femme très malade et enceinte. Il a rapidement constaté qu'elle souffrait de dépression, mais elle était aussi très faible et fragile. Étrangement, elle était mal nourrie. Il a remarqué qu'elle semblait craindre sa mère et sa tante. Le docteur Petty a visité Ozzie plusieurs fois. Mais à chaque visite, il a découvert que les instructions qu'il avait laissées à sa mère, qui était le responsable de ses soins, n'étaient pas suivies et que son état ne s'améliorait pas. La famille a ensuite emménagé dans une nouvelle résidence au New Jersey, Ozzie était toujours mentalement et physiquement faible. Le docteur Petty est revenu la voir et a insisté pour qu'elle reçoive des soins appropriés. Sa mère, Caroline, cependant, n'était pas d'accord avec son diagnostic et lui a fait savoir qu'elle n'avait plus besoin de ses services et qu'elle chercherait l'avis d'un autre médecin. Elle a également omis de le payer. Ozzie a accouché de son 2e bébé. Le bébé était un garçon qu'elle a nommé David. Mais les sœurs l'ont emmené loin de sa mère et l'ont placé dans un hôpital, et quand il est devenu plus fort, il est allé dans un orphelinat. Ils ont contacté un autre médecin qui a également diagnostiqué la malnutrition et a donné de la nourriture à Ozzie, mais encore une fois, il a été rejeté par la mère d'Ozzie. Cependant, le médecin était tellement préoccupé par son bien-être qu'il a même essayé de lui apporter de la nourriture en grimpant par une fenêtre ouverte à l'étage, mais sa mère et ses tantes lui ont dit d'arrêter d'appeler. Le médecin a ensuite contacté un avocat qui lui a dit qu'il serait préférable qu'il cesse de s'intéresser à Ozzie, comme si la famille ne voulait pas qu'il lui rende visite. Il n'y avait rien à faire. L'état de Ozzie s'est aggravé. Elle est devenue dépressive et encore plus faible. Alors les sœurs ont de nouveau fait appel au service du docteur Petty. Il a trouvé la patiente dans un état pitoyable et sous une grande quantité de morphine. Elle n'était plus enceinte. Et Ozzie a réussi à lui dire que son bébé avait été emmené à l'hôpital par sa mère. Virginia a dit au docteur Petty qu'il devrait faire comprendre à Ozzie qu'elle était en train de mourir et qu'elle devrait faire un testament. Elle a ajouté qu'elle le ferait bénéficiaire et qu'il recevrait $1000.
Le médecin a refusé l'offre et a plutôt demandé qu'une infirmière soit amenée pour s'occuper d'Ozzy. L'infirmière est arrivée, mais avant la fin de la journée, elle a été renvoyée par Caroline. En septembre 1909, Caroline a contacté un avocat nommé Julius Caraba et lui a demandé de l'aider sa fille à faire un testament. Quand l'avocat est arrivé, il a vu une jeune dame très maigre et déprimée allongée dans le lit où sa mère et ses tantes, vêtues de noir, priaient pour elle. Après les prières, Virginia a demandé à Ozzy si elle voulait faire un nouveau testament auquel Ozzy a accepté, mais l'avocat était plus préoccupé par la santé de la jeune dame et a conseillé aux sœurs de lui donner de la nourriture et d'appeler un médecin, à quoi les sœurs ont répondu qu'elles n'avaient pas assez d'argent pour l'un ou l'autre. L'avocat a proposé de payer pour la nourriture et le traitement, mais les sœurs ont refusé. Quand elle était seule avec Ozzy, elle a réussi à lui dire qu'elle avait déjà un testament et le lui a remis. Elle avait tout laissé à sa grand-mère. Ozzy s'affaiblissait de jour en jour. Sa vie était passée d'une tragédie à une autre, et elle passait chaque jour au lit, mangeant à peine. La vie de la jolie jeune femme de 24 ans s'était estompée en une existence ombrageuse, oscillant entre conscience et inconscience, et recevant des doses inutiles de morphine de la part de sa mère. Caroline, Virginia et Ozzy ont élu domicile dans une maison au 89 East 14th Street, East Orange, New Jersey. Il n'y avait ni chauffage ni gaz pour cuisiner et l'endroit n'était pas très meublé. Le 29 novembre 1909, un médecin nommé Dr Horace Simmons a été appelé à la propriété. Il a été accueilli par Virginia qui était vêtue de noir et il a été emmené à l'étage dans la salle de bain là. Il a vu une jeune femme fragile et très mince gisant, morte dans la baignoire. Elle semblait s'être noyée. Sur le sol se trouvait une pile de vêtements soigneusement pliés avec une note épinglée dessus qui disait « L'année dernière, ma petite fille est morte d'autres proches, et chers sont partis avant moi, j'ai été prostré par la maladie pendant longtemps. Quand vous lirez ceci, je ne serai plus là. Ne vous affligez pas pour moi. Réjouissez-vous avec moi que la mort apporte un soulagement béni de la douleur et de la souffrance plus grande que je ne peux supporter. » La note était signée. O.B. M. Sneed. Le médecin, préoccupé par les réponses désinvoltes de Virginia, l'a interrogé. Alors, quand il a quitté la maison, il a contacté la police et les a informés des soupçons qu'il avait concernant la mort de la jeune dame. Le sergent William O'Neill est rentré chez lui. Il a frappé à la porte et a été accueilli par une femme vêtue de noir et couverte d'un voile. Elle a interrogé le sergent sur ce qu'il faisait à la maison et quand il lui a dit qu'il enquêtait sur la mort d'une jeune femme, elle l'a emmené à contre-cœur à la salle de bain. Il a inspecté la scène puis a regardé le reste de la maison. Il a remarqué le manque de meubles et quand il est allé au salon, il y avait à peine de la nourriture. Le sergent O'Neill a interrogé Virginia et elle lui a parlé de la vie tragique d'Ozzy, qui a perdu 2 enfants et un mari, ce qui l'a plongé dans un état de dépression. Il lui a demandé quand Ozzy était morte, à quoi elle a répondu plus tôt dans la journée, mais le docteur Simmons avait déjà informé la police qu'elle était morte au moins 24 heures avant son arrivée. Quand le sergent l'a informé des conclusions du médecin. Elle a dit qu'elle aurait pu mourir la veille, car elle avait chauffé l'eau pour le bain d'Ozzy, mais ne l'a découverte qu'aujourd'hui. Elle a admis qu'elle n'avait pas quitté la propriété pendant ce temps et a dit qu'elle n'avait aucune raison de monter à l'étage, même si c'était la seule salle de bain de la maison. Le sergent O'Neill a emmené Virginia au poste pour un interrogatoire plus poussé. Il a également envoyé des officiers pour fouiller la maison. Là, ils ont trouvé de nombreuses polices d'assurance souscrites sur la jeune femme décédée et la police a pensé qu'il pourrait y avoir plus à l'affaire de la jeune femme retrouvée morte dans la baignoire. Ils ont retracé le docteur Petit qui a exposé ses préoccupations et a informé la police du mauvais traitement d'Ozzy par une sœur. Ils ont également retrouvé Mary Sneed qui s'occupait de sa mère âgée. Lorsque les résultats de l'autopsie ont été publiés, ils ont montré qu'au moment de sa mort, Ozzy Sneed souffrait de malnutrition sévère. La note qu'elle avait laissée sur ses vêtements dans la salle de bain s'est également avérée intéressante, car les experts en écriture ont pu prouver qu'elle avait été écrite avec un stylo et signée avec un autre. Finalement, la police a retrouvé Caroline, la mère d'Ozzy.
Elle séjournait dans un hôtel et était enregistrée sous le nom de Madame Leading. Elle travaillait dans une école. Cependant, son emploi était en cours de résiliation, apparemment en raison d'une incapacité mentale. La police a fouillé sa chambre et a trouvé plus de polices d'assurance et près d'une centaine de notes, très similaires à celles trouvées avec ordre de crédit. Il y a aussi des lettres de compagnies d'assurance informant Caroline que les polices vont cesser, à moins qu'elles ne mettent à jour les paiements des primes. Avec ces preuves, les 3 sœurs ont été accusées de meurtre. La presse a rapidement eu vent de l'histoire et c'est devenu la une des journaux. Ils étaient fascinés par la vie étrange et tragique d'Oz. Ils ont surnommé l'affaire « le mystère de la baignoire ». Les journalistes examineraient à chaque angle pour essayer d'obtenir les titres les plus sensationnels et l'un d'eux a découvert que Fletcher Wardlaw Sneed, le mari d'Ossie, qui était apparemment décédé, était en fait vivant et en bonne santé, vivant dans la ville de Sainte-Catharine, en Ontario, Canada, et travaillant dans un hôtel. La police l'a interrogé, mais a conclu qu'il n'avait aucun lien avec la mort de sa femme, Ossie Sneed. Les journalistes ont également affirmé que le bail de la propriété où Ossie vivait avec sa tante expirait le jour de sa mort, et que 3 autres polices d'assurance vie avaient été souscrites la veille. En prison, en attendant son procès, Virginia a refusé de manger. Tout comme sa nièce l'avait fait, elle est devenue plus faible et plus fragile, et le 12 août 1910, elle est morte dans sa cellule. Son corps a été envoyé à Christiansburg, en Virginie, pour être enterré au cimetière Sunset. En janvier 1911, Caroline Wardlaw Martin, la mère d'Oz, a accepté avec le tribunal de plaider coupable à une accusation moindre d'homicide involontaire. Elles ont été condamnées à 7 ans de prison à l'établissement pénitentiaire de l'État à Trenton, New Jersey, alors qu'elles s'attendaient à une courte peine. Et était furieuse lorsqu'elle reçut la peine de 7 ans et a crié au juge « Je suis innocente, je n'ai jamais blessé ma fille ou toute autre personne vivante ou morte, 1 an après sa condamnation. Elle a été déclarée mentalement instable et le 18 mai 1912, elle a été transférée à l'asile de Trenton, où elle est décédée le 20 juin 1913. L'accord de plaidoyer de Caroline signifiait que sa sœur Mary Sneed, qui était la tante et la belle-mère d'Oz, a été acquittée de toutes les charges pour une question de forme. Elle a ensuite déménagé au Colorado. Cependant, l'histoire étrange de Mary et de la famille ne s'est pas terminée là, car en 1930, un employé de la First National Bank de Murfreesboro a ouvert un coffre qui contenait 3 diamants non montés, 2 broches en or incrustées de diamants, une petite pochette noire et une mitaine noire à un doigt qui avait une étiquette avec le nom Virginia Wardlaw écrit dessus. Finalement, Mary Wardlaw Sneed est sortie de sa retraite pour réclamer les objets de valeur. Dans une interview avec un journal local, elle a déclaré que les bijoux avaient été volés par un étudiant qu'elle prétendait connaître mais refusait d'identifier, et elle soupçonnait que cette personne ne voulait pas être découverte. Alors elle les a déposés dans un coffre-fort afin qu'ils soient finalement trouvés et rendus. Cette explication a été rejetée par la presse comme une tentative de jeter une lumière favorable et sympathique sur le bon nom de la famille. La presse a spéculé que Virginia Wardlaw avait placé les objets à la banque dans une tentative de garder quelque chose loin de sa sœur Caroline. Les articles ont finalement été vendus et les recettes revendiquées par les créanciers des sœurs. Mary a également dit aux journalistes que sa sœur Virginia était un ange sur terre, mais que Caroline était folle depuis des années, le chamamans, et aurait dû être emmenée dans une institution, mais elle a dit que Virginia pensait pouvoir s'occuper d'elle, car elles étaient une famille fière et distinguée, et elle voulait garder de tels malheurs familiaux en silence. Elle a ajouté qu'elle ne considérait pas la noyade de C. Sneed comme un meurtre, soulignant qu'à l'époque elle était absente et que les seules personnes qui savaient exactement ce qui s'était passé ce jour terrible étaient maintenant mortes. Mary Sneed est décédée en 1937, à l'âge de 87 ans. Son fils Fletcher, qui était le mari d'Oz, a quitté le Canada et est allé vivre à Los Angeles. Il est décédé le 12 janvier 1955, à l'âge de 79 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, veuillez laisser vos commentaires
ou retour que vous pourriez avoir, et je vous verrai dans le prochain Briefcase.